fusionne, entre guillemets, l'industrie pharmaceutique innovatrice, dont 50% est au Québec et 50% est en Ontario, avec le prix des médicaments. Et que je ne pense pas qu'on puisse continuer à le faire très longtemps. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. La santé n'a pas de prix. Ça, ce n'est plus vrai. C'est comme l'accessibilité des soins de santé pour tout le monde, ça ne tient plus lorsqu'il est question de médicaments. On a de moins en moins de moyens, et pourtant les compagnies pharmaceutiques, elles, nous proposent de plus en plus de produits sophistiqués qui coûtent très cher. Ce soir, à Enjeu, une pilule qui est dure à avaler. Incroyable, mais vrai. Ce jeune sprinter de 25 ans court avec le cœur d'un autre. Né avec une malformation cardiaque, Pierre Lazare a subi une transplantation il y a presque 10 ans. Depuis, sa vie tient à une série de petites pilules qui lui permettent de garder son nouveau cœur. Si ces médicaments-là n'étaient pas inventés, il n'aurait pas fait de transplantation cardiaque, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Le premier médicament, c'est de la cortisone, le nom, c'est prednisone. J'en prends 4 le matin et 4 l'après-midi. Prednisone, 299,52 $ par année. Bon, ensuite... Ensuite, on a un autre médicament anti-rejet. Ça s'appelle comment? Ça, c'est Imuran, le nom de celui-là. Et ça, vous en prenez combien par jour? Ça, je prends 3 comprimés. Imuran, 928,80 $ par année. Mais celui-ci, c'est utilisé surtout de façon préventive, là. C'est un anticoagulant, un antiplaquettaire, donc ça éclaircit le sang. Je prends 14 comprimés par jour. Persantin, 524,68 $ par année. Ça, c'est de l'aspirine. C'est encore un anticoagulant. Et combien vous en prenez? Alors, je prends seulement un comprimé par jour. Aspirine, 67,04 $ par année. Ah, ça, c'est la fameuse cyclosporine. C'est le médicament qui a révolutionné la transplantation. C'est grâce à ce médicament-là, vraiment, qu'on est en vie. Alors, moi, je prends 2 doses par jour. C'est très dispendieux. Cyclosporine, 6551,40 $ par année. Ça, il y en a pour combien de temps encore? Ah, là, j'en ai encore pour un mois. Normalement, le sac est plein à craquer. Au total, les médicaments grâce auxquels Pierre Lazare peut continuer à vivre coûtent 8 371 $ par année. Pour l'instant, la facture est entièrement assumée par l'hôpital Sainte-Justine. Peu importe qui paie la note, que ce soit les hôpitaux, les assureurs ou vous, c'est du pareil au même. Après la pause, des choix difficiles. Nous avons voulu relever un défi, celui de construire une automobile qui puisse non seulement vous offrir à vous et à votre famille une tenue de route exceptionnelle douée des plus grandes qualités de sécurité, mais aussi une berline nord-américaine qui sache redéfinir les normes automobiles en matière de confort et de performance. Le défi, nous l'avons relevé. Et si la presse automobile internationale décernait l'an dernier à l'Intrépide le titre de voiture de l'année, c'est parce que nous avons compris plus rapidement que nos compétiteurs que c'est la performance qui mène le monde. Chaque semaine, avec la nouvelle collection L'Histoire du monde de Larousse, découvrez tout ce qui se passait dans le monde à une même période. 2200 avant Jésus-Christ, en Égypte, le secret des pyramides. Au même moment, en Inde, un empire mystérieux sur les bords de l'Indus. Et à la même époque, en Europe, les premiers menhirs. L'Histoire du monde de Larousse, pour vivre tous les temps forts de l'histoire aux 4 coins du monde. Chaque semaine, l'Histoire du monde, une nouveauté Larousse. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Ceux qui prennent les devants et les autres. Le même principe s'applique à l'immobilier. Les meilleurs agents en font une carrière et leur expérience fait toute la différence. Ils se démarquent des autres et les laissent bien loin derrière. Remax, premier devant. Plus ça va, plus les voitures importées sont hors de portée.
Il y a cependant des exceptions. Pendant l'événement L'Importé à votre portée de Hyundai, offrez-vous la performance d'une Hyundai Elantra 1994 équipée d'un moteur 16 soupapes pour seulement 10 995 $. À ce prix-là, la Hyundai Elantra n'est vraiment pas hors de votre portée. Hyundai, on évolue à votre avantage. Es-tu capable de livrer la marchandise au moins? Vous savez comme moi, Monsieur Provost, c'est une question de confiance. L'assurance vie, de l'assurance salaire, j'en ai. Peux-tu bien me dire pourquoi je ferais affaire avec toi, une vendeur d'assurance pour mes autres produits financiers? Parce que moi, j'ai fait une analyse complète de vos besoins. Toi, tu sais où tu t'en vas. J'aime ça. Quelques semaines avant de prendre sa retraite, l'ex-ministre de la Santé du Québec, Marc-Yvan Côté, a décidé d'économiser en cessant de payer les médicaments de certains malades, entre autres les personnes atteintes de fibrose kystique. Une décision qui a provoqué tellement de colère que Québec a dû reculer. Mais pour combien de temps? Parce que l'État, qui n'a plus d'argent, voit le prix des médicaments à rembourser doubler à tous les 4 ans. C'est l'équilibre financier de tout le système de santé qui est menacé par le prix des médicaments. Ça veut dire des choix difficiles, presque inhumains, comme ont pu le constater Alexandra Chatska et Nicole Tremblay. Pour la toux de Pierrot, du sirop Lambert. Pour la toux d'un rhume de papa. Vous vous souvenez du bon vieux sirop Lambert qui guérissait tous nos petits bobos? On le trouve encore dans les pharmacies, seulement 5,50 la bouteille. Des gens de générations différentes ont adopté le sirop Lambert. Ça se comprend. Quand c'est bon, la popularité, ça dure longtemps. Mais sa popularité n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, les antibiotiques, toujours plus nouveaux, lui volent allègrement la vedette. Attention à vos porte-monnaies. Maintenant, pour traiter une infection dans une oreille, ça peut coûter 80 $. Le docteur Murray Katz dirige la plus grande clinique pédiatrique de la région de Montréal, la clinique Bouchou. Il est scandalisé par les prix exorbitants des nouveaux médicaments qui, souvent d'ailleurs, ne sont pas plus efficaces. Si je donne un traitement pour un enfant avec l'amoxicilline, ça coûte 12 $. Si je donne une à Ciclor, ça peut coûter 40 $. On peut traiter 3 enfants avec l'amoxicilline pour à peu près 30 $. Et sur la Ciclor ou la Fidisa, ça peut coûter 120 $ pour la même chose. Le docteur Katz en a surtout contre la publicité trompeuse de certains médicaments. Dans cette annonce publiée par une revue de pédiatrie, on suggère aux médecins de donner le médicament appelé Zovirax pour traiter la varicelle. Et l'enfant est content parce que la mère a donné quelque chose à l'enfant. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose? Elle a dit « Now treat chickenpox ». Ça veut dire... Et si vous êtes stupide comme médecin, bon, elle vous donne comment d'écrire la prescription. 20 pages après, vous avez une opinion officielle de le comité de l'association des pédiatres qui dit est-ce que c'est bon ou pas bon. Et il dit c'est pas recommandé pour le traitement de varicelle s'il n'y a pas des complications graves. Ça veut dire pour un cas ordinaire, c'est pas nécessaire. Au Canada, avec 400 000 cas de varicelle par année, il est intéressant de voir à combien pourrait se chiffrer la facture si toutes les mamans se mettaient à utiliser le Zovirax. Bonjour. Je voudrais savoir... Nous sommes allés vérifier à la pharmacie de la clinique. Comme ça, Zovirax, c'est 800 mg par jour. Durant 5 jours, ça coûterait pas loin de 35 $. 35 $. 35 $ complètement inutile? L'association de pédiatre a dit que c'est pas nécessaire pour un cas de picote qui c'est pas compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'alternative? Juste à mettre un peu de calamine sur la peau ou des bains de l'eau froide et c'est tout fini. C'est combien le prix de calamine? Le calamine, c'est 2 piastres. 2 piastres? Oui. Pour 5 jours, ça suffit? Oui. Alors, quand il y a des représentants des compagnies pharmaceutiques qui veulent vous rencontrer, qu'est-ce que vous faites? Je dis non merci. Dans ma vie, là, moi, les pilules, j'avais une bouteille d'aspirine, puis au bout d'un an, elle était presque pleine encore. Regardez aujourd'hui, c'est incroyable. AZT, DDC, Septra, Nicobutan, Difluctan, Zovirax, le petit appartement de Guy Leblanc est une véritable pharmacie.
À 47 ans, Guy est atteint du sida. C'est l'hôpital Saint-Luc qui lui fournit ses principaux médicaments. Pour le reste, il a bien de la chance. Son assurance rembourse 80% des coûts. Sans elle, Guy serait obligé de débourser plus de 1000 $ par mois. Dans mon cas, si l'assurance, si le contrat est fini, je suis fini moi aussi. Au début du mois de décembre, Guy Leblanc a reçu une lettre de sa compagnie d'assurance disant que son contrat était terminé. Je pense que j'ai une faible, ma grande foi. J'ai pensé depuis 2 jours, qu'est-ce qui arrive s'il ne paye plus? Je vais arrêter de prendre certains médicaments. Ah oui? Oui. Lesquels? Quel j'avais pensé peut-être d'arrêter? Le Diflucan. À un moment donné, j'avais pas de choix, parce que ça, c'est pour les champignons dans la bouche. Mais là, les champignons, c'est s'ils se rendent dans l'estomac, ça, c'est... J'avais pas de choix de ne pas le prendre. OK, l'Amicile, c'est pour les champignons au niveau des ongles. Là, c'est pas pire, je prends un traitement depuis 2 mois, mais aux orteils, j'ai plus d'ongles. C'est à cause des champignons. Alors, ça, c'est plutôt esthétique. Si j'avais un médicament à couper, je l'enleverais. Celui-là. Il est 122 $ par mois. Les pilules pour la douleur, je peux pas... Attends, je vais toutes les passer. Les pilules pour la douleur, je pourrais pas, parce que soit je vais endurer du mal, beaucoup, mais jamais... Je pense que celui-là, je le prendrais vraiment, ici, là. Il y a juste l'Amicile que je pourrais me passer. Mes gars, je pourrais maigrir, laisser maigrir. Mais là, j'en prends pas, là, présentement. Mais ça peut se produire que je perde l'appétit et je perds 20 livres. Il s'agissait d'une fausse alerte. La compagnie va continuer à rembourser, mais seulement pour 1 an encore. On renouvelle les prescriptions? Oui. Okay. Ça te fait combien de pilules par jour? À peu près 19. 19? J'ai un patient qui en prend 56. Le docteur Régent Thomas est aujourd'hui une sorte de vedette dans le monde du sida au Canada. Prends des grands respects par la bouche. À la clinique L'Actuelle qu'il a fondée à Montréal, on traite plusieurs centaines de cas par année. Le docteur Thomas est de plus en plus indigné devant le coût des médicaments qu'il doit prescrire. Le Mépron, par exemple, de la compagnie Burrowell Combs, pour traiter une pneumonie associée au sida. Ça coûte, je crois, 350 $ pour un traitement. Alors, le malade n'a pas les moyens, on l'hospitalise, et là, ça coûte 1000 $ par jour pour l'hospitaliser pendant 3 semaines. C'est complètement ridicule. S'il était moins cher, moi, j'en prescrirais beaucoup, finalement. Bon, on nous parle de la recherche investie, mais il faudrait qu'on nous le prouve, effectivement. Est-ce que c'est toujours ça, la principale cause? Moi, je suis convaincu que non. Le fait que ce soit une infection rare, puis qu'on trouve un nouvel antibiotique, et que c'est une maladie mortelle, si on ne traite pas, c'est sûr que ça doit faire grimper en flèche le prix des médicaments, ça, c'est sûr. Mais des fois, je me demande jusqu'à quel point ils ne font pas d'argent à notre départ. J'ai un de mes amis qui m'a téléphoné la semaine dernière. Puis, son mari a des actions au niveau des pharmacies. Là, je connais pas tellement ça. Là. Il y a un nouveau médicament qui s'en vient qui s'appelle le TC3 ou T3C. Là, la journée que ça t'a approuvé, dans les 3 jours qu'on a suivi, il s'est fait 23 000 $. C'est dans les hôpitaux que le coût croissant des médicaments se fait le plus cruellement sentir. À l'hôpital Saint-Luc de Montréal, le budget de la pharmacie est devenu un véritable casse-tête pour le directeur des services hospitaliers, M. Serge Leblanc. Par ici, dans notre frigo, qui, avec le temps, va peut-être devenir une voûte. Ah oui? Selon ses calculs, pour l'ensemble des 8 hôpitaux universitaires de Montréal, les dépenses en médicaments ont augmenté de 45 % au cours des 4 dernières années. C'est très, d'ailleurs, frustrant pour nous, les établissements, d'entendre, par exemple, le gouvernement nous dire on prévoit une augmentation des coûts de médicaments de l'ordre de 3,1 %, alors qu'on sait bien que il y a une partie des médicaments qui vont subir une augmentation de cet ordre-là, et c'est tout à fait vrai pour cette catégorie-là. Par ailleurs, pour tous les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, il n'y a aucune prévision qui est faite
quant à l'influence que ça aura sur le budget. En 1970, les départements de pharmacie représentaient 2% des budgets globaux des hôpitaux universitaires de Montréal. En 1992, dans certains de ces centres spécialisés, la pharmacie a grugé 12% du budget. On a fait, nous, la semaine dernière, une étude chez nous pour voir un peu l'impact de l'augmentation des médicaments dans notre établissement. Et en étant très conservateur, on arrive à des chiffres de l'ordre de 500 000 5 à 600 000 Alors évidemment, dans un contexte où vous n'avez pas d'indexation, c'est une augmentation énorme à supporter. Vous allez avoir un trou dans le budget d'1 demi-million de dollars à cause de l'augmentation des coûts de nouveaux médicaments. Absolument. Voici quelques exemples de ces nouveaux médicaments qui grugent tant les budgets des pharmacies. Abokinase, pour dissoudre les caillots sanguins lors des infarctus, 1200 à 3000 $ selon la dose. Fludara, pour traiter la leucémie, 6000 $ par traitement. Et la cerise sur le gâteau, le Taxol, nouveau traitement contre le cancer, 15 à 20 000 $ selon le traitement. Là, vous venez de le mettre sur le formulaire de l'hôpital. Oui, mais avec évidemment des restrictions. C'est pas un médicament qu'on peut utiliser là, chez tout le monde à tous les jours à cause des coûts. Donc, il faut bien sélectionner les patientes à qui ça va être donné. Ça doit être tout un travail de sélectionner. À combien de personnes allez-vous l'administrer cette année? On prévoit cette année à peu près 5-6 personnes à être traitées au Taxol. Madame Jocelyne Desjardins est atteinte du cancer depuis 3 ans. Après un traitement de chimiothérapie, une chirurgie et une courte rémission, elle connaît une rechute avec des métastases au foie. Son médecin recommande un traitement au Taxol. Mais pour l'instant, c'est impossible. Ce n'est que depuis 1 mois que le Taxol est reconnu pour le traitement du cancer du sein, mais les hôpitaux ne l'offrent pas encore. Où prendre l'argent, alors que c'est une femme sur 9 qui sera atteinte du cancer du sein un jour ou l'autre? Pour le moment, les patientes doivent payer de leur poche. À 15 ou 20 000 $ le traitement, c'est un pensez-y bien. C'est depuis juillet que je rêve d'avoir le Taxol, puis je ne l'ai pas encore, parce que les budgets ne le permettent pas. Et vos assurances, quand vous avez appelé vos assurances? Oui, j'ai appelé mes assurances à plusieurs fois, puis ils ne le paient pas encore, eux autres non plus. En attendant, Jocelyne Desjardins reçoit une chimiothérapie conventionnelle, beaucoup moins chère. Avec tous les enfants, on en a parlé. Je voulais qu'ils soient au courant, eux autres aussi, de la situation. C'est sûr qu'eux autres sont prêts à nous aider, ces choses-là, mais c'est à moi de décider si je le prends. Je n'ai pas décidé encore. De payer de votre poche? De payer de ma poche encore, je n'ai pas décidé. Et d'accepter l'aide des enfants? Oui. Mais peut-être que si ça continue à se détériorer, ce sera peut-être la dernière planche de sa vie, dans le fond. Je vais peut-être me décider, là. Mais pour le moment, non. Dans certains hôpitaux, le précieux remède est dispensé gratuitement à quelques chanceux. Fernand Chartier, 42 ans, pompier à la ville de Lachine, a un cancer des poumons. Il sert en quelque sorte de cobaye humain pour une recherche qui doit évaluer l'efficacité du Taxol en combinaison avec un autre médicament. S'il avait fallu que vous le payiez vous-même, est-ce que vous auriez été capable? Ça, je l'aurais eu, c'est évident. Là. Je ne sais pas que j'aurais fait. J'aurais vendu mon truck, je sais pas, mon camion. Je ne sais pas que j'aurais fait, mais la santé, là, ça vaut bien des choses, là, mais juste de le payer tout seul, là, de même, c'est pas évident là, que c'est le fun. Ça revient aux 3 semaines, ça vient vite. C'est 2500 $ aux 3 semaines. C'est quasiment 1000 $ par semaine, ça, là. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va relativement bien. Oui. Le docteur Jean Latreille est responsable de la recherche sur le Taxol à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Ce qu'il déplore le plus, c'est la publicité que les compagnies comme Bristol Myers Squibb, qui fabriquent le Taxol, font autour de leurs produits. Là, c'est évident que Bristol a créé une attente, a dit que le Taxol, c'était indiqué en 2e intention. Là, les patients vont lire ça, vont dire « Docteur, il faut que vous me donniez du Taxol », alors que c'est pas certain que c'est le Taxol seul qu'on doit donner en 2e intention. Peut-être que c'est le Taxol avec un autre médicament. Et cette recherche-là n'est pas faite encore. C'est de la publicité frauduleuse.
là, vous me faites dire des choses que je ne veux pas dire. Je pense pas qu'on peut dire ça nécessairement. Disons que c'est de la... Moi, j'appellerais ça de la publicité hâtive. Ils sont en avant de leur temps. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Desjardins. Bonjour. Est-ce que vous nous apportez des bonnes nouvelles? Bien, écoutez, ce n'est pas nous qui décidons. Pour le docteur Raymond Guévin, oncologue à l'hôpital Saint-Luc, la situation est déchirante. Il sait très bien que la caisse est vide et qu'il n'y a pas de fonds pour traiter au Taxol toutes les patientes qui le demanderont. Mais si on vous disait vous n'avez du Taxol que pour traiter 2 ou 3 patientes par année, allez-vous traiter Madame Desjardins? Écoutez, des cas comme Madame Desjardins, nous en avons plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être des bénéficiaires d'un médicament comme le Taxol et de d'autres qui vont se développer. Ce n'est pas la fin après le Taxol. Il y a d'autres médicaments qui s'en viennent qui sont également d'une très grande efficacité. Et des cas comme Jocelyne Desjardins, il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Donc, si vous me dites quel patient je choisirais, j'espère que d'autres feront le choix pour moi. Moi, je suis un exécutant. Je choisis de traiter toutes les personnes qui ont besoin d'être traitées. Je pense pas que j'ai été maltraitée parce que j'ai pas eu le Taxol. Mais peut-être. Ça aurait été un plus. Oui, peut-être. Ouais. Ça vous aurait donné plus de possibilités pour obtenir une rémission. Mais encore là, ce n'est pas certain qu'on l'aurait eu. Ça, vous me l'avez toujours dit. Vous m'avez pas vendu du rêve. Non, je pense pas. Non. Je ne pense pas. Ça, je pense que c'est important. C'est l'honnêteté. Avons-nous raison de payer si cher pour nos médicaments? Après la pause, des intérêts contradictoires. On va t'appeler monsieur. Ça va peut-être finir par arriver à là. Ça te tente-tu? Hey. Ça roule, ça roule. Il y a quelque chose de rare. C'est le fun à conduire. Merci. Tu connais? Tu connais Joe Beaucamp? Je sais que tu l'as rencontré. C'est pas le beau D'un bout à l'autre du pays, nous sommes à l'heure. Ça, c'est une question qui nous touche tous. Est-ce que ça tient toujours? Dès les premières lueurs du jour, nous mettons tout en œuvre pour vous donner l'heure juste. C'est un dossier clos, on n'en parle plus. Comme nous l'annoncions hier. Les gens, les décisions, les événements. C'est un écart incroyable, ça. Toutes les nouvelles nationales et internationales de l'heure, avec Pascal Nadeau. Pour une autre édition du Midi. Le Midi, toujours à l'heure. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. J'en ai plein le cul, moi, de me faire manger le matin par un petit journal qui a encore la couche aux fesses. Moi, je reste convaincu qu'on fait un très bon journal. On n'a pas la crédibilité de l'Express. Et si je pars, qu'est-ce que tu vas faire? Si t'as quelque chose à dire, écris-les donc. T'es pas à l'Express, c'est... Ça, c'est notre chance de passer ou de crever. Je trouve que le scoop est bien mal, ça. Écoute, moi, je peux plus rester ici dans l'âme, OK? Je vais devenir fou. D'autres intrigues dans Scoop, jeudi 20h. Le Carnaval de Québec souhaite que vous gardiez de sa 40e édition un souvenir inoubliable et qu'aucun événement malheureux ne vienne assombrir ces moments de joie. Alors, si vous consommez de l'alcool, ne conduisez pas. Au besoin, pensez à un conducteur désigné, au taxi, à l'autobus, ou encore restez accouché chez des parents ou amis. Mais surtout, n'oubliez pas, pour que la fête continue, pas d'alcool au volant. Un message de la Société d'assurance automobile du Québec. Les compagnies pharmaceutiques prétendent que ça peut coûter 300 millions de dollars pour développer et mettre sur le marché un nouveau médicament. C'est d'ailleurs pourquoi elles ont demandé et obtenu d'Ottawa que les brevets qui protègent les nouveaux produits durent plus longtemps, afin d'éviter la concurrence des compagnies qui, elles,
se contentent de copier les nouveaux produits, de fabriquer ce que l'on appelle les médicaments génériques. Mais le prix élevé des nouveaux médicaments peut-il se justifier uniquement à partir des sommes qui sont consenties pour la recherche et le développement, comme le prétendent les compagnies, qui sont très discrètes sur l'argent qu'elles dépensent en publicité et en lobbying pour influencer l'opinion publique? Et ça, c'est facile. Comment peut-on en vouloir à quelqu'un qui dit « je viens vous guérir » ? Berlin, juin 1993, 9e conférence internationale sur le sida. Ces activistes du groupe ACT UP en ont gros sur le cœur contre la compagnie pharmaceutique Astra qui fabrique le Foscavir. Ce traitement contre la rétinite, une infection qui accompagne le sida, coûte jusqu'à 50 000 $. All we can say now is continue to boycott Astra until they start being reasonable and humane. Right now, they're one of the largest they are the most highly profitable companies in Sweden and one of the most in the world as drug companies. C'est évident que les compagnies pharmaceutiques ont pour objet de faire de l'argent. On vit dans un monde capitaliste, un libre marché, et le but d'une compagnie, c'est de faire des bénéfices pour ses actionnaires. Ça, c'est bien clair, puis j'ai rien contre ça, au contraire. Sauf que parfois, ils peuvent être un peu trop gourmands. Le docteur Jacques Lelaurier joue un rôle clé. C'est lui qui décide si oui ou non un médicament sera remboursé par le gouvernement du Québec. Et il est catégorique. Si on continue, c'est la catastrophe. L'accès universel aux soins de santé est menacé par la hausse des prix des nouveaux médicaments. Si vous voulez vous endetter pour acheter une BMW, c'est votre problème. Et puis si les Mercedes sont trop chers, ben, il n'y a qu'à pas en acheter. Puis si quelqu'un en achète, tant pis pour lui ou tant mieux pour lui. Les médicaments, c'est pas pareil. Le consommateur n'a pas le choix. À Kirkland, près de Montréal, dans les bureaux élégants de Merck Frost, la filiale canadienne du géant pharmaceutique Merck, on se croirait sur une autre planète. Les prix des médicaments n'augmentent pas de façon faramineuse. Depuis 1987, en fait, les prix des médicaments au Canada ont baissé. Et on peut affirmer ça parce qu'en moyenne, l'augmentation du coût des médicaments d'année en année a été moindre que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Dans le cas de Merck Frost en particulier, nous n'avons pas augmenté nos prix en janvier 93 et nous ne les augmenterons pas en janvier 94. Donc, les compagnies, je pense, agissent de façon très raisonnable au niveau des prix. Depuis quelques années, le discours des compagnies pharmaceutiques innovatrices suit à la lettre ce plan de communication confidentiel dont nous avons obtenu copie. Ce plan a été préparé en 1986 par la maison Savoie-Gervais-Frenette pour l'Association canadienne de l'industrie du médicament. Premier objectif de communication. Les prix ne vont pas augmenter de façon déraisonnable. Deuxième objectif de communication. Les emplois vont être créés, surtout en recherche. Le ton à adopter, à la limite de la démagogie. La stratégie avait pour but de faire adopter le plus rapidement possible une loi de protection des brevets pharmaceutiques. Cette stratégie nous permettra de faire taire l'industrie générique, les groupes de consommateurs ou les politiciens qui sont appelés à parler sur le sujet. Stratégie parfaitement réussie. En 1987, le gouvernement conservateur adopte la loi 72, donnant aux grandes compagnies pharmaceutiques une exclusivité de 15 ans pour la production et la mise en marché de leurs nouveaux produits. Quelques années plus tard, les compagnies reviennent à la charge, provoquant une controverse à la grandeur du Canada. Est-ce que le gouvernement va faire une enquête pour déterminer l'impact à long terme sur le prix des médicaments et sur les budgets de soins de santé partout au pays? Il n'est absolument pas question. Le Québec est la seule province qui ne s'est pas opposée au nouveau projet de loi qui devait étendre encore plus la protection des brevets pharmaceutiques. En février dernier, la loi C-91 est adoptée. Elle garantit aux nouveaux médicaments une exclusivité de 20 ans et élimine toute concurrence qui permettrait aux compagnies génériques de fabriquer des copies pour moins cher. Est-ce qu'au Québec, on n'a pas choisi des emplois en recherche contre l'accès aux soins de santé? Ben, c'est ça que les décideurs élus vont devoir régler. C'est qu'on subventionne, entre guillemets, l'industrie pharmaceutique innovatrice, dont 50% est au Québec.
et 50 % est en Ontario, avec le prix des médicaments. Et que je ne pense pas qu'on puisse continuer à le faire très longtemps. Pourtant, les lois de protection des brevets pharmaceutiques étaient accompagnées d'un conseil de surveillance du prix des médicaments. Dans son rapport de 1991, le conseil constate que les prix de la grande majorité des médicaments au Canada sont plus élevés que dans les autres pays industrialisés. The guidelines for new patented medicines are necessarily more complex. C'est que le principal moyen de contrôle du Conseil consiste à comparer les prix canadiens avec ceux des autres pays du G7. Et donc, si 5 pays européens se sont fait avoir par la compagnie pharmaceutique, ben, on va se faire avoir dans la moyenne. Et l'autre question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ça prend tellement de fonctionnaires pour faire une médiane? Je pense qu'avec un fax et une calculatrice, vous pouvez, une secrétaire, vous pouvez probablement y arriver. Oui, madame. Nous avons souvent des prescriptions pour le produit Vasotec. Souvent, oui. Oui. Vous pouvez nous le montrer? Oui, bien sûr. Ouais. 250 000 Canadiens emploient le Vasotec pour le traitement de l'hypertension artérielle. C'est le médicament prescrit le plus vendu au Canada. 140 millions de dollars de revenus, plus d'un quart du chiffre d'affaires de Merck Frost, qui en détient le brevet jusqu'en l'an 2007. Et nous vendons le Vasotec 5 mg au prix de 95 sous chacun. Donc, ça revient à peu près à 30 $ par mois pour quelqu'un qui en prend un par jour? À peu près, oui. L'Enalapril est une copie de Vasotec qui se vend 20 % moins cher. Il est fabriqué par la compagnie canadienne de produits génériques Apotex. Apotex a développé l'Enalapril 2 ans avant l'obtention du brevet par Merck. Selon Apotex, le brevet ne peut pas être rétroactif. Selon Merck, Vasotec a l'exclusivité du marché canadien encore pour les 13 prochaines années. L'affaire est devant les tribunaux. Le propriétaire d'Apotex, Barry Sherman, est un homme beaucoup plus prospère que ne laisse suggérer sa pittoresque voiture. Au cours des 20 dernières années, sa compagnie est devenue la plus grande entreprise pharmaceutique purement canadienne. Ça va bien vous-même? Alors, c'est votre usine ici. Le seul péché d'Apotex, c'est que les 110 produits qu'il fabrique sont des copies de médicaments brevetés. Oui, Apotex était sur le point de développer une industrie internationale importante au Canada. Mais on a dû tout arrêter à cause du projet de loi C-91. Barry Sherman voudrait bien revenir au système de libre concurrence d'avant les lois sur les brevets. À l'époque, sa compagnie pouvait, après une courte période d'exclusivité, acheter une licence de fabrication moyennant une redevance de 4 % à la compagnie innovatrice. Il faut une industrie concurrentielle pour que les prix soient assez bas et que les gens puissent payer les produits. Ça veut dire une plus grande production, une plus grande consommation, des investissements plus importants et davantage d'emplois. Une chose est sûre, un consommateur économiserait environ 100 $ par année en achetant l'Enalapril au lieu du Vasotec. 20 millions d'économies pour l'ensemble du Canada. Mais l'industrie générique n'est pas non plus à l'abri des critiques. Là, à mon avis, les médicaments génériques sont beaucoup trop chers. Quand on parle de générique qui est à peu près à 70-80 % du prix de l'innovateur et que la compagnie générique n'a pas eu les coûts énormes d'innovation, je trouve que c'est beaucoup. Lundi matin, 7h30, en banlieue de Montréal. Pierre Plante est un jeune ingénieur chimiste, père de 3 enfants. Il est directeur d'exploitation chez Delmar, le seul fabricant québécois d'ingrédients chimiques qui composent les médicaments. En quelques années, le nombre d'employés chez Delmar est passé de 140 à 30. Avant 1993, la compagnie Delmar, située à Ville-la-Salle, vendait près de la moitié de sa production au Canada. Depuis l'adoption de la loi C-91, 10 % de ses ventes se font au pays. C'est Delmar qui fabriquait l'ingrédient actif d'Enalapril pour Apotex. Au moment où la loi est entrée en vigueur, en février dernier, nous avons dû arrêter la production d'Enalapril. Puis à ce moment-là, depuis ce temps-là, malheureusement, on ne produit plus l'Enalapril. Dites-moi, à combien vous vendiez 1 kilo d'Enalapril au moment où vous le faisiez pour votre client canadien? L'Enalapril était vendu, sans pouvoir dévoiler, étant donné que c'était une entente confidentielle, il était vendu à quelques milliers de dollars le kilo. En bas de 2000 $? Aux alentours de 2000 $. C'est pas cher. Est-ce que vous pourriez le faire pour le même prix pour Merck Frost, par exemple? Certainement, parce que l'ingrédient actif
produit chez Delmar est très compétitif. Mais la compagnie Merck Frost n'achète ici aucun ingrédient actif de ces médicaments. En fait, les pharmaceutiques préfèrent acheter de leur propre filiale à l'extérieur du Canada, souvent à des prix jusqu'à 60 fois plus élevés que chez Delmar. Vous voyez cette plantation d'ananas? Eh bien, il y a 20 ans, il y en avait partout autour d'ici. Barceloneta, un village au nord de l'île de Porto Rico, était célèbre dans tout le pays pour ses ananas. Aujourd'hui, Barceloneta est célèbre pour toute autre chose. Il y a ici une des plus grandes concentrations de compagnies pharmaceutiques au monde. Pourquoi? Eh bien, parce que Porto Rico est un paradis fiscal où les compagnies bénéficient de réductions d'impôts. Plus une compagnie fait de profit ici, à Porto Rico, plus ses impôts sont réduits. C'est ainsi que les 26 compagnies pharmaceutiques installées ici, à Porto Rico, ont économisé jusqu'à $1 milliard par année. Is he there? What? ¿Está el señor Méndez? I don't know. Yeah, no. Maybe yes, maybe no. Pendant plusieurs semaines, nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le directeur de Merck Porto Rico. Sans succès. La technique de la compagnie consistait à ne jamais nous opposer un refus formel, tout en multipliant les obstacles. Visiblement, Merck ne voulait pas qu'on sache qu'est-ce qui se produit à Porto Rico et à quel prix. ¿Qué tienen que esconder tanto? No, no se esconde nada. No se esconde nada. No se esconde nada aquí. Entonces, ¿dejamos entrar? Es el permiso. No tenemos autorización por escrita, memos. À quelques pas de l'usine Merck, dans le village, 6 habitants sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comme beaucoup d'autres, ni Rebecca Pérez ni son mari n'ont pu trouver de travail dans les nombreuses usines installées tout autour. La famille, avec 3 enfants, ne dispose que d'un maigre 128 $ d'aide gouvernementale par mois. En plus, l'unique fille de Rebecca est atteinte d'une maladie grave de la glande thyroïde. Mais la plupart du temps, les médicaments ne sont pas disponibles à Barceloneta. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors qu'il y a tant d'entreprises internationales autour? Je ne sais pas. Mais ici, à Barceloneta, on a besoin d'aide. Nous avons besoin de médicaments, de thérapie. À Barceloneta, il n'y a pas de soins spécialisés. Nous devons aller dans d'autres villes. La thérapie dont ma fille a besoin, nous ne l'avons pas ici. Décidément, le soleil ne brille pas pour tout le monde dans les paradis fiscaux. C'est que malgré la création de 20 000 emplois, Porto Rico est perdant, car pour chaque employé dont le salaire moyen se situe autour de 22 000 $, les compagnies vont chercher 70 000 $ en déduction fiscale en vertu de la section 936 de la loi américaine de l'impôt. Vous savez, Porto Rico a su se positionner tôt comme centre de développement de chimie fine en fournissant des incitatifs qui étaient supérieurs à d'autres endroits. J'imagine que c'est une option qui aurait été disponible à plusieurs juridictions à travers le monde. Eux ont choisi de le faire et ont attiré tôt la production, une bonne partie de la production mondiale. Ça, ce n'est pas une pratique unique aux compagnies pharmaceutiques, mais l'ensemble des compagnies canadiennes utilisent ce subterfuge. D'ailleurs, l'an passé, c'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général du Canada, les compagnies canadiennes ont détourné ainsi pour 100 milliards de revenus dans des paradis fiscaux. Et sur ces 100 milliards-là, il faut dire que ces entreprises-là n'ont payé aucun sou d'impôt. Léopold Lauzon est outré. Son analyse des états financiers des 6 plus grandes multinationales pharmaceutiques démontre qu'elles ont un taux de rendement sur le capital de 50 % et que leurs dirigeants sont parmi les mieux payés au monde. 6,8 millions de $ pour le PDG de Bristol Myers Squibb qui fabrique le Taxol, 2,5 millions de $ pour le PDG de Merck. Quelles sont les choses qui vous ont le plus choqué dans l'analyse des états financiers de ces compagnies que vous avez analysées? Ben, écoutez, il y a différentes choses. Premièrement, à la base, ce sont les profits que je qualifierais absolument exorbitants en pleine période de récession. C'est pratiquement incroyable. Deuxièmement, également, eh bien, ça vient contredire toutes les affirmations
angélique des compagnies pharmaceutiques qui dépensent, qui disent oui, nous on dépense la majorité de nos fonds en recherche et développement. C'est faux, ils dépensent 2 ou 3 fois plus en marketing et en publicité qu'en recherche et développement. Combien de demandes avez-vous par année d'acceptation de nouveaux médicaments sur le formulaire du Québec? Oh, je dirais à peu près 25, sans compter les génériques. Il y en a combien là-dessus qui sont des innovations réelles? Au maximum 1 par an. 1 par année? À peu près. Alors quand on dit que, bon, la recherche, ça sauve nos vies et tout ça, c'est pas toujours vrai. 1 fois par an, c'est vrai. Pour favoriser l'industrie pharmaceutique qui fabrique de nouveaux médicaments, Québec a accepté de payer l'an dernier 48 millions de dollars de plus. Et ça continue. Dans l'Angleterre conservatrice, on a plutôt décidé de mettre un frein à tout le monde. Après la pause, des dépenses sous contrôle. Qu'aurait bien pu dire ce célèbre personnage devant le panorama de l'Astral? Quelle vue splendide, à la portée de tout le monde. Mais qu'a choisi notre général? Carré d'agneau aux herbes de Provence, entrecôte coupe New York sauce au poivre, assiette de fruits de mer grillés. Une table à la portée de tout le monde. C'est moi, Jean-Pierre Sauval, le chef exécutif. Gourmand, vous m'avez compris, vive l'Astral! Dans la chaude de Nouvelle-Orléans. Lui, c'est une bête envoûtante. Elle, une belle fragile. Ils se désirent autant qu'ils se détestent. Tout allait si bien à son arrivée. Les hommes veulent pas d'une chose qu'ils ont trop facilement. Interprété de façon magistrale par Marlon Brando au cinéma, retrouvez sur scène des comédiens talentueux qui sauront vous émouvoir. Le légendaire Un tramway nommé Désir, dans le cadre des soirées théâtre à la salle Albert Rousseau du 8 au 12 février. Réservé dès maintenant. L'acquisition d'une maison est probablement l'un des investissements les plus importants de votre vie. Ne laissez donc pas n'importe qui vous conseiller. Depuis plus de 20 ans, les entreprises Claude Caron construisent qualité, bon goût, raffinement. Les experts vous invitent cette année à découvrir la collection 94 en commençant par la maison modèle, empreinte d'un savoir-faire et de souci du détail impressionnant. Choisissez les entreprises Claude Caron pour réaliser le rêve de votre vie et donnez-vous les meilleurs atouts avant, pendant et après la construction de votre demeure. Les entreprises Claude Caron à la grandeur de vos attentes. La magie du carnaval ne se perd pas. Elle grandit avec nous. Au mi-temps de l'hiver, depuis 40 ans, le carnaval de Québec réchauffe le cœur de milliers de petits et grands. Une histoire de la ville de Québec et de son carnaval d'hiver. Sous les feux de la neige, 40 ans de magie. Le samedi 5 février à 12h30. Naître, manger, dormir, marcher, parler, grandir, apprendre, aimer, vieillir, vivre. Family Prix, c'est pour la vie. Cette semaine, couche Huggies format jumbo, seulement $15,99. I'm sorry. C'est ce que vous dire à un médecin anglais si vous lui demandez des médicaments qui coûtent plus cher que d'autres. En tenant compte de la différence de population, on peut dire que les Anglais dépensent 2 fois moins que les Québécois pour des médicaments prescrits. Et l'Angleterre n'a pas craint de s'attaquer au puissant lobby de l'industrie pharmaceutique et même à celui des médecins. Pour éviter une explosion du coût des médicaments que l'Angleterre rembourse dans une proportion plus grande qu'ici, on a décidé de freiner l'appétit des compagnies pharmaceutiques et même de limiter la liberté de prescription des médecins. Eh bien, cette éprouvette est dans le bain-marie depuis 5 secondes déjà. Encore 25 secondes. Et vous verrez comme moi l'effet puissant de cette substance. L'homme aux éprouvettes, c'est Alexander Fleming, chercheur anglais, prix Nobel de médecine 1945 pour une des plus grandes découvertes de ce siècle, la pénicilline. Elle est parfaitement limpide. Ah, Fleming, si je ne vous avais pas vu, j'aurais cru une blague de votre part. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est prodigieusement intéressant.
Il faut continuer, mon ami. Il faut continuer. Depuis la découverte de la pénicilline, la Grande-Bretagne est devenue un des géants de l'industrie pharmaceutique. Pourtant, c'est un des pays industrialisés où on consomme le moins de médicaments per capita. Si vous avez la grippe à Londres, ne vous attendez pas à ce qu'on vous prescrive des antibiotiques. La plupart des grippes sont des virus. Et en France, on donne souvent des antibiotiques pour ça, mais il n'y a pas aucune validité pour ça. En Angleterre, il faut dire, bien, prends une aspirine, boire beaucoup de l'eau, pas de l'alcool bien sûr, et voilà, il n'y a rien pour faire pour vous. Paul Abrams est journaliste au Financial Times, spécialiste en industrie pharmaceutique. D'après lui, au chapitre des médicaments, la Grande-Bretagne diffère beaucoup des autres pays industrialisés. D'abord, le nombre d'ordonnances par personne. Il est de 38 par année en France et 7 seulement en Grande-Bretagne. Les médicaments superflus, ne les cherchez pas auprès d'un médecin anglais. Parmi les 50 médicaments les plus importants utilisés en Angleterre, il n'y a qu'un seul qui n'est pas valable. Par contre, il y a presque 20% en France qui n'ont pas d'utilité médicale. Hi, James. How are you? Hi, Jane. How are you? Nice to see you. Good to see you. Okay. How are you? Good. You look excellent. I'm very well, yes. No problems? Jamie Boyes a 32 ans. Il a subi une transplantation du cœur il y a 5 ans. Depuis, Jamie a connu un épisode de rejet vite contrôlé. Now, what about your tablets? What are you on? I'm taking cyclosporin and I'm taking Imuran. Le docteur Jane Somerville, le médecin de Jamie, prescrit le moins de médicaments possible. Pour les transplantés du cœur, par exemple, elle évite, contrairement au Québec, de donner de la cortisone. All drugs that have a beneficial effect in the body will also have a side effect. And the drugs for transplantation also have serious side effects as well as very important benefits. So if you don't need them, there's no point in having them. Isn't that right, James? Yes, absolutely. He agrees. They're very sensible. He's a very sensible boy. I don't want to take anything I don't need, obviously. And obviously he doesn't need it. I'm sorry. You don't take medicine? Not really. I'm dead strong. Traditionnellement, les médecins britanniques n'aiment pas prescrire trop de médicaments. Mais il y a aussi l'intervention du gouvernement. L'État britannique limite les profits des compagnies pharmaceutiques à 21%. Aussi, les dépenses en publicité et marketing ne doivent pas excéder 9% des ventes. Et récemment, 10 catégories de médicaments ont été mises sur des listes noires parce que trop chères. Résultat, les Britanniques dépensent 2 fois moins que les Québécois au chapitre des médicaments. Would you say that you have everything you need? Generally, but I don't think there's wider choice because the government are putting limitations on the doctors of what they can prescribe. La surveillance étroite des prescriptions des médecins généralistes est aussi un élément clé du système britannique. De plus en plus d'entre eux ont un fonds global à gérer. Ce fonds comprend les coûts des ordonnances. Ce qu'ils économisent en médicaments, ils peuvent le dépenser autrement, en investissant dans leur clinique, par exemple. Le docteur Richard Hooker a pu ainsi acheter un lit de physiothérapie dont sa clinique avait besoin. Il n'y a pas de subvention pour ça. Il aurait fallu payer de notre poche. Avec les économies en médicaments, le docteur Hooker a aussi acheté un ordinateur. Mais est-ce que cette sorte de récompense a réellement changé sa façon de prescrire? C'est évident qu'il y a eu des changements. C'est lent, mais on le sent dans certains domaines. Je crois qu'on prescrit davantage de médicaments génériques. Nous rationalisons le nombre de médicaments utilisés. Pour le traitement de la douleur, par exemple, nous avons fait appel à un physiothérapeute et nous avons constaté une baisse importante du coût des anti-inflammatoires. Nous pourrions également rationaliser nos ordonnances dans plusieurs autres domaines. Plusieurs médecins voient ce système de surveillance gouvernementale comme une contrainte, mais ils en reconnaissent la nécessité. Les gens ne sont pas nécessairement satisfaits. Et songez à ce qui se produira quand l'argent sera plus rare. Mais nous constatons, en tant que pays, que nous avons des fonds limités. Si vous dépensez pour une chose, vous en aurez moins pour les autres, comme l'éducation et d'autres domaines importants de la vie quotidienne. Le docteur Stephen Corcoran nous montre, non sans ironie, le nombre de rapports qu'il reçoit chaque mois du ministère de la Santé.
Toutes ces ordonnances y sont consignées et comparées aux autres cliniques du secteur. Vous avez tous les coûts, le nombre de médicaments prescrits et le coût moyen de chaque médicament. Sur la page suivante, ils sont classés par système. Médicaments pour le cœur, les intestins, le système respiratoire, le système nerveux central et tous les autres qui comptent pour beaucoup d'argent. Un troisième niveau traite les ordonnances une par une. Je crois que c'est très détaillé. Je ne l'ai pas vraiment lu, il y en a trop. Malgré le surcroît de travail que ce système lui occasionne, le docteur Corcoran est d'accord avec le principe. Il s'inquiète seulement du fait que cette façon de calculer ne tient pas compte de la qualité des médicaments prescrits. On nous reproche parfois de prescrire certains antibiotiques récents, que nous trouvons extrêmement utiles pour garder les gens hors des hôpitaux. Mais on ne vous félicite pas nécessairement d'avoir gardé les gens hors des hôpitaux dans le rapport sur les médicaments publié à la fin de l'année. À l'hôpital Royal Brompton de Londres, la pharmacie représente 5% du budget seulement. Pourtant, c'est un hôpital spécialisé, entre autres, dans les maladies coronariennes et les transplantations cardiaques. En comparaison, l'hôpital Royal Victoria de Montréal consacre 8% de son budget au département de pharmacie. Pour l'instant, nous avons quelque peu dépassé notre budget. Après quelques mois, nous avons dépassé de 7% le budget fixé au début de l'année. Par contre, nous avons fait plus de travail à l'hôpital que ce que nous avions prévu en début d'année. À la demande du gouvernement, nous faisons du travail supplémentaire pour venir en aide à d'autres hôpitaux. Cela augmente nos revenus. Pour l'instant, donc, ça compense. Malgré les demandes répétées, aucune compagnie pharmaceutique de Grande-Bretagne n'a voulu répondre à nos questions. Visiblement, dans ce secteur, on évite de plus en plus de parler aux médias, surtout étrangers. Est-ce de peur que le modèle britannique n'inspire d'autres pays? Chez Schering-Plough, par exemple, c'est 70% des produits qui sont touchés par les listes noires. Ou bien la compagnie baisse les prix, ou bien ces médicaments ne seront plus remboursés par l'État. La compagnie Schering-Plough n'a pas du tout apprécié que l'on vienne filmer ses installations, même de l'extérieur. No, I'm afraid you haven't had permission to do that. Yeah. No, I'm Why? afraid you're not allowed to do it. I'm afraid if you don't stop filming, the police will be called. Ici, il y a deux choses qui peuvent vous couper le souffle. Le paysage et un rhume comme celui que j'ai en ce moment. Mais pour ça, j'ai ce que conseillent les médecins. Les Dimutap extantables. Un le matin et c'est comme une bouffée d'air pour la journée. Plus de congestion nasale ni de nez qui coule. Pas question de vous laisser coincer par un rhume. Pensez aux Dimutap extantables. Ça vous en débouche un coin. Lorsqu'on est propriétaire d'une PME comme Jacqueline, c'est essentiel de bien gérer ses liquidités. Le service InfoTouche de la Banque Royale a été conçu pour des gens comme elle. Par téléphone, elle peut obtenir instantanément des renseignements sur ses comptes bancaires et faire des virements. À la Banque Royale, nous consacrons beaucoup d'efforts pour apporter de nouvelles solutions aux besoins des entreprises. Parce que ce qui est important pour Jacqueline l'est aussi pour nous, la Banque Royale, avec vous. Un climat féerique enveloppe la ville de Québec. Il y a le froid, la neige, mais aussi la fête qui approche. 1994 marque la 40e édition du Carnaval de Québec. Elle est à nos portes. Du 3 au 13 février. Prenez l'air de fête. Je suis celui qui conçoit ce que vous voulez, un peu plus exactement que vous-même.
CRC, l'expression de notre culture. 3 hommes au parcours différents. Une rencontre explosive. Un compositeur? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? T'écœurer. Pourquoi? Parce que t'écœures! This one. Les images sont juste des symptômes. Puis la boule qui tourne de plus en plus vite. Jacques Godin, Yvon Bilodeau et Robert Brouillette forment un trio à couper le souffle dans Syncope, une dramatique originale au beau dimanche cette semaine, 20h. On n'y échappe pas. Des médicaments peuvent coûter tellement cher que la liberté de choix dans ce domaine n'est plus possible, autant pour les patients que pour les médecins. De la même façon que la liberté de l'industrie pharmaceutique de nous réclamer des coûts de plus en plus exorbitants pour de nouveaux médicaments doit être balisée. Il y va de notre santé physique et sociale. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. La semaine prochaine, à Enjeu, la Chine rouge, à l'heure du capitalisme. À la première bourse de Chine, des milliers de personnes se bousculent pour acheter des actions. Des ouvriers s'affairent dans des centaines d'usines construites avec des capitaux occidentaux et font concurrence aux travailleurs de l'Occident pour une fraction de leur salaire. Ce sera bientôt le plus grand marché de consommation du monde. C'est déjà l'économie qui croît le plus rapidement. Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Demain matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, d'autres détails concernant les reportages que vous venez de voir seront publiés. Ne manquez pas la chronique Enjeu le mercredi et le jeudi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.